Je m'appelle Jeanne Mercier, j'ai 34 ans, et 2 heures après avoir enterré ma fille de 6 ans, Ambre, mon médecin, m'a appelé avec un message qui a fait voler en éclats ce qu'il restait de mon monde. Sa voix tremblait lorsqu'elle a chuchoté « Madame Mercier, venez à mon cabinet tout de suite. Ne le dites à personne, pas même à votre mari, c'est dangereux. » Quand je suis entrée dans ce bureau, la personne qui s'y trouvait, celle en qui j'avais plus confiance que quiconque, m'a détruite d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Avant de continuer, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous regardez. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour que cette histoire atteigne plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. 2 heures après avoir conduit ma petite fille à sa dernière demeure, j'étais assise dans ma chambre, entourée par l'odeur suffocante des fleurs funéraires et les échos de condoléances creuses. Les gens n'arrêtaient pas de me dire que Dieu avait besoin d'un autre ange, qu'Ambre était dans un monde meilleur, que le temps guérirait cette blessure. Mais comment guérit-on après avoir enterré sa fille de 6 ans? Comment survivre en sachant que les 8 derniers mois de sa vie se sont passés dans des chambres d'hôpital, à regarder son petit corps dépérir à cause d'une maladie du sang que les médecins disaient rare et agressive? Je m'appelle Jeanne Mercier et je suis infirmière. Je travaille au centre hospitalier régional depuis 12 ans. J'ai vu la mort. J'ai tenu la main de patients mourants. J'ai réconforté des familles en deuil. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à regarder ma propre fille s'éteindre. Ambre était tout pour moi. Ma petite fille magnifique, artiste, vibrante, qui aimait peindre des couchers de soleil et danser sur du stromae dans notre salon. Elle avait mon sourire et les yeux de sa grand-mère. Et maintenant, elle était partie. La maison était encore pleine de monde. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer des assiettes. Personne ne mangeait. Ma sœur répondait à la porte, acceptant les plats préparés et les condoléances. Et mon mari, Thomas. Mon Dieu, Thomas ressemblait à un homme brisé. Il était assis sur le canapé dans son costume noir, la cravate desserrée, les yeux rouges et gonflés. Les gens n'arrêtaient pas de le serrer dans leurs bras, lui disant combien il était fort, combien il avait été dévoué pendant la maladie d'Ambre, comment il n'avait jamais quitté son chevet. Et je l'ai regardé jouer ce rôle à la perfection. Le père dévasté, le mari solidaire, l'homme qui tenait à peine debout pour le bien de sa femme. J'y ai cru. J'ai cru à chaque miette de tout ça. Parce que pourquoi ne l'aurais-je pas faite? Thomas travaillait dans la vente pharmaceutique. Il gagnait bien sa vie. C'était mon amour de jeunesse. Depuis l'université, nous avions construit une vie ensemble. Quand Ambre est tombée malade il y a 8 mois, il a tout laissé tomber. Il a pris un congé sabbatique. Il a recherché des traitements. Il a insisté pour que nous ne voyions que les meilleurs médecins. Et la meilleure, selon lui, c'était le docteur Camille Rousseau. Docteur Camille Rousseau. Rien que de prononcer son nom maintenant me donne la nausée. C'était une oncologue pédiatrique, sophistiquée, brillante, belle, une femme qui s'était hissée au sommet de son domaine. Elle et Thomas avaient fait leurs études ensemble. Ils étaient restés amis au fil des années. Quand Ambre a commencé à montrer des symptômes, fatigue, ecchymose, saignement de nez, Thomas a immédiatement appelé Camille. Elle a fait passer les rendez-vous d'Ambre en priorité. Elle a personnellement supervisé chaque test, chaque traitement. Elle m'a tenu la main et a pleuré avec moi quand elle a annoncé le diagnostic. Une maladie du sang rare, agressive et presque impossible à traiter. Elle a promis qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver mon bébé. Je lui ai fait confiance. Que Dieu me vienne en aide. Je lui ai fait confiance totalement. Avec le recul, je peux voir les signaux d'alarme que j'ai ignorés. La façon dont Thomas insistait pour que nous ne voyions que le docteur Rousseau. Pas de deuxième avis, pas d'autres spécialistes. La façon dont il se mettait en colère quand je suggérais de consulter des médecins dans d'autres hôpitaux. Les symptômes étranges qu'avait Ambre qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que j'avais lu sur sa supposée condition. Les flacons de médicaments qui semblaient changer toutes les quelques semaines. La façon dont Ambre me chuchotait que le médicament spécial de papa avait un goût de métal et lui faisait plus mal au ventre que le médicament de maman. Mais je me noyais dans le chagrin et l'épuisement. Je faisais des doubles gardes pour maintenir notre mutuelle active pendant que Thomas restait à la maison avec Ambre. Je fonctionnais au café, aux prières et à l'espoir désespéré que ma fille vaincrait cette chose. Je n'avais pas l'énergie de remettre les choses en question.
Je n'avais pas la clarté d'esprit pour voir ce qui était juste sous mon nez. Jusqu'à cet appel téléphonique. J'étais assise au bord de mon lit à fixer le vide quand mon téléphone a vibré. Le nom du docteur Rousseau s'est allumé sur l'écran. Ma première pensée a été la confusion. Elle était venue aux funérailles. Elle avait pleuré sur le cercueil d'ambre. Elle m'avait serré si fort que je pouvais à peine respirer. Pourquoi m'appelait-elle maintenant? J'ai répondu d'une main tremblante. « Allô ?» Sa voix était à peine un murmure, étranglé par la peur. « Madame Mercier, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Je ne peux pas parler longtemps. J'ai besoin que vous veniez à mon cabinet, au centre médical tout de suite. Venez seul. Ne dites à personne que vous venez. Pas à votre famille, pas à votre mari, surtout pas à Thomas. C'est dangereux. Jeanne, s'il vous plaît, venez juste. J'ai quelque chose que vous devez voir. » Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait traverser mes côtes. « Camille, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? » « Je ne peux pas le dire au téléphone. Venez juste, s'il vous plaît. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. » Sa voix s'est brisée et la ligne a coupé. Je suis restée là, à fixer mon téléphone, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce qui pouvait bien être si urgent pour que le docteur Rousseau ait besoin de me voir 2 heures après l'enterrement de ma fille? De quoi s'excusait-elle? Et pourquoi avait-elle l'air si terrifiée? Chaque instinct que j'avais en tant qu'infirmière, en tant que mère, hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai essuyé mon visage, je me suis levée et j'ai marché vers mon placard. J'ai quitté ma robe de funérailles pour un jean et un sweat à capuche, bougeant comme une femme en transe. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés. Quand je suis descendue, Thomas a levé les yeux du canapé. Ses yeux étaient rouges, son visage bouffi. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 8 mois. « Bébé, où vas-tu? » Sa voix était rauque, douce. Je me suis forcée à le regarder, à mentir à l'homme avec qui je partageais mon lit depuis 12 ans. « Je dois aller à la mairie pour récupérer des copies d'actes de décès pour les dossiers d'assurance. J'ai besoin de bouger. Je ne peux plus rester assise ici. » Thomas s'est levé, l'inquiétude inondant son visage. « Laisse-moi venir avec toi. Tu ne devrais pas conduire. » Non, le mot est sorti plus sec que je ne le voulais. J'ai adouci mon ton. « Non, chérie, j'ai besoin d'un peu de temps seul. Juste 30 minutes. Je reviens tout de suite. » Ma mère est sortie de la cuisine. L'inquiétude plissait son visage. « Jeanne, ma chérie, tu es sûre que tu devrais aller quelque part maintenant? » « Je vais bien, maman. J'ai juste besoin d'un peu d'air. » Je l'ai embrassée sur la joue et je suis sortie avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Le trajet jusqu'au centre médical semblait surréaliste. La ville ressemblait à ce qu'elle était toujours. Mais tout avait changé. Mon bébé était parti et quelque chose de terrible m'attendait au cabinet du docteur Rousseau. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Mon esprit tournait en boucle sur la voix de Camille, la peur qu'elle contenait, les excuses. De quoi s'excusait-elle? Le centre médical était presque vide. C'était samedi soir, des heures après la fermeture normale des bureaux. Le parking ne comptait qu'une poignée de voitures. Je me suis garée près de l'entrée et je suis restée assise un moment, essayant de calmer ma respiration. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Thomas. « Je t'aime. Conduis prudemment. » J'avais envie de hurler. Au lieu de cela, je suis sortie de la voiture et je suis entrée dans le bâtiment. Le hall était sombre, éclairé seulement par l'éclairage de secours. Mes pas résonnaient sur le carrelage. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage où se trouvait le cabinet du docteur Rousseau. Le couloir était complètement silencieux, vide, presque sinistre. La plupart des portes de bureau étaient sombres. Mais au bout du couloir, je pouvais voir un ray de lumière filtrer sous la porte du docteur Rousseau. Mon cœur martelait ma poitrine alors que j'approchais. La porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le docteur Camille Rousseau se tenait près de son bureau. Son apparence habituellement immaculée était débraillée. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Son maquillage avait coulé à force de pleurer. Ses mains tremblaient et debout devant elle, bloquant son chemin vers la porte, se trouvait mon mari, Thomas. Il me tournait le dos, mais je l'aurais reconnu n'importe où. La carrure de ses épaules, la façon dont il basculait son poids sur sa jambe gauche, l'eau de Cologne coûteuse qu'il portait toujours. Il tenait quelque chose dans sa main, une petite clé USB,
et il parlait au docteur Rousseau d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Froide, dure, menaçante. « Tu dois me donner toutes les copies, Camille. Chaque dossier, chaque résultat de labo, chaque enregistrement. Tout ou je jure devant Dieu. Thomas, s'il te plaît. » La voix du docteur Rousseau tremblait, implorante. Je ne peux plus vivre avec ça. Cette petite fille, elle ne méritait pas. Ta gueule. Le venin dans sa voix m'a fait tressaillir. Tu as eu ton argent. Tu as fait ce pourquoi tu as été payé. Maintenant, donne-moi les fichiers et on pourra tous passer à autre chose. J'ai dû émettre un son, un halètement, un gémissement, quelque chose, parce que Thomas s'est retourné brusquement. Et quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose qui me hantera pour le restant de mes jours. Pendant juste une fraction de seconde, il n'y avait aucun chagrin sur son visage, aucune surprise, juste un calcul froid. Et puis, comme on appuie sur un interrupteur, son expression s'est effondrée pour reprendre le masque du mari brisé que j'avais vu toute la journée. Jeanne. Sa voix était soudainement douce, confuse. « Bébé, qu'est-ce que c'est que tu fais là? » Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger. Mes yeux allaient de Thomas au docteur Rousseau, qui était devenu pâle comme un fantôme. Ses lèvres tremblaient, des larmes coulaient sur son visage. Et à ce moment-là, j'ai su. Je ne connaissais pas encore les détails, je ne connaissais pas toute l'horrible vérité, mais je savais que quelque chose d'indicible s'était produit, quelque chose impliquant mon mari et le médecin de ma fille, quelque chose qui avait à voir avec la mort d'Ambre. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle était plate, vide. Pourquoi es-tu ici, Thomas? Pourquoi le docteur Rousseau m'a-t-elle appelé? Thomas a fait un pas vers moi, ses mains levées, comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. La clé USB a disparu dans sa poche. Bébé, je sais que ça a l'air bizarre. Je ne pouvais pas rester à la maison non plus. Trop de souvenirs. Je suis venue chercher les dossiers médicaux d'Ambre. Je pensais que ça aiderait d'avoir tout rassemblé pour les papiers d'assurance. Le docteur Rousseau était juste. Arrête de lui mentir. La voix du docteur Rousseau a traversé la pièce comme un couteau. Arrête de mentir, Thomas. Elle mérite de connaître la vérité. Le visage de Thomas s'est figé. Camille, ne fais pas ça. J'ai fini. Le docteur Rousseau sanglotait maintenant, tout son corps tremblait. J'ai fini de faire partie de ça. Je ne peux plus le faire. Ce bébé est mort à cause de nous. Le monde a basculé. J'ai attrapé le cadre de la porte pour ne pas tomber. Qu'est-ce que vous venez de dire? Le docteur Rousseau m'a regardé avec des yeux pleins de culpabilité et d'horreur. Jeanne, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Elle ne pouvait pas finir. Elle pleurait trop fort. Le masque de Thomas a glissé à nouveau. Sa voix est devenue glaciale. « Ferme ta gueule, Camille. » Tout de suite. Mais le docteur Rousseau a secoué la tête, les larmes et la morve coulant sur son visage. Elle a fouillé dans la poche de sa blouse avec des mains tremblantes et a sorti un morceau de papier plié. Elle a bousculé Thomas et l'a pressé dans ma main. Ses doigts étaient glacés. « Prends ça. Lis-le. » J'ai d'autres preuves, mais il le sait. J'ai des copies cachées. S'il te plaît, Jeanne, s'il te plaît, tu dois le faire. Thomas lui a attrapé le bras, l'attirant en arrière. J'ai dit « ferme-la !»« Enlève tes mains d'elle !» Je me suis entendue hurler. Ma formation d'infirmière a pris le dessus. J'ai fait un pas en avant, m'interposant entre eux. « Thomas, qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Il m'a regardé et pour la première fois en 12 ans, je n'ai pas reconnu l'homme qui se tenait devant moi. Ses yeux étaient plats, vides. « On part maintenant. » Non. J'ai reculé vers la porte, serrant le papier que le docteur Rousseau m'avait donné. « Je ne vais nulle part avec toi tant que quelqu'un ne me dit pas ce qui se passe. » Jeanne, bébé, tu es bouleversée. Tu ne réfléchis pas clairement. Rentrons à la maison et... N'ose même pas. Ma voix tremblait de rage. Une rage que je ne savais même pas posséder. N'ose même pas rester là et me dire que je ne réfléchis pas clairement. Dis-moi la vérité tout de suite. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ambre est morte à cause de vous? Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas me fixait. Le docteur Rousseau pleurait ouvertement contre le bureau. Et puis le visage de Thomas a changé à nouveau. Retour au masque du mari endeuillé.
Il a tendu la main vers moi. Parlons de ça à la maison. Pas ici. Viens, bébé. J'ai repoussé sa main d'une claque. Ne me touche pas. Sa mâchoire s'est serrée. Très bien. Fais comme tu veux, mais tu dois comprendre quelque chose, Jeanne. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. C'est plus gros que tu ne le penses. Tu dois être très, très prudente. C'était une menace. Claire comme de l'eau de roche. Mon mari, l'homme que j'avais aimé, le père de mon enfant me menaçait. Je me suis retournée et j'ai couru. J'ai couru dans ce couloir, mes pas résonnant sur les murs. Je me suis précipitée dans la cage d'escalier au lieu d'attendre l'ascenseur. J'entendais Thomas crier derrière moi, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai dévalé 4 étages d'escalier et j'ai déboulé sur le parking. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine mettre ma clé dans le contact. J'ai verrouillé les portes, démarré le moteur et j'ai quitté ce parking en trombe, comme si le diable lui-même me poursuivait. Parce que c'était peut-être le cas. J'ai conduit sans réfléchir, les larmes brouillant ma vision, mon souffle venant par halètement. J'ai fini sur le parking d'un supermarché fermé à environ 3 kilomètres de là. Je me suis garée dans le coin le plus sombre que j'ai pu trouver et j'ai enfin regardé le papier que le docteur Rousseau m'avait donné. C'était un rapport de laboratoire, le rapport d'Ambre, mais les résultats n'avaient aucun sens. Selon ce test effectué 3 semaines avant la mort d'Ambre, ses analyses sanguines étaient complètement normales. Aucun signe de maladie, aucune anomalie, rien qui n'indiquerait la maladie du sang agressive que le docteur Rousseau avait diagnostiquée. Mes mains ont commencé à trembler plus fort. J'ai déplié le papier complètement. Au dos de l'écriture manuscrite du docteur Rousseau, il y avait une note. « Jeanne, Ambre n'a jamais eu de maladie du sang. Vérifie les flacons de médicaments à la maison. Les pilules que Thomas lui donnait ne soignaient rien. Elle l'empoisonnait. Des médicaments de chimiothérapie pour une maladie qu'elle n'a jamais eue. Il la tue à petit feu depuis des mois. Police d'assurance vie de 2 millions d'euros. Signé il y a 1 an. Bénéficiaire unique. Thomas Mercier. J'ai des preuves. Tous les vrais résultats de tests, des enregistrements audio. Il m'a payé 50 000 € pour falsifier le diagnostic et garder le silence. Je suis tellement désolée. Je pensais qu'il essayait juste d'obtenir l'argent de l'assurance. Je ne savais pas qu'il allait vraiment la tuer. Je vais tout remettre à la police demain. Sois prudente, il est dangereux. Je l'ai lu 3 fois, 4 fois, 5 fois. Les mots ne changeaient pas. Changeaient pas. Mon bébé, ma douce, belle, artiste de petite fille, n'était pas morte d'une maladie. Elle était morte parce que son père l'avait empoisonnée. Pour de l'argent, pour 2 millions d'euros d'assurance vie. Le cri qui est sorti de moi ne semblait pas humain. C'était brut et primal et plein d'une douleur si profonde qu'elle n'avait pas de fond. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. J'ai frappé mes poings contre le volant jusqu'à ce que mes mains soient couvertes de bleu. Et puis j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en moi qu'une rage creuse et douloureuse. Quand je me suis finalement arrêtée, je tremblais de partout. J'ai regardé mon téléphone. 7 appels manqués de Thomas. 3 messages vocaux. De multiples SMS. « Où es-tu, bébé? S'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je peux tout expliquer. Ne fais rien de stupide. » Ce dernier. Ne fais rien de stupide. Une autre menace. J'ai éteint mon téléphone. Je ne pouvais pas rentrer. Je ne pouvais pas lui faire face. Pas encore. Pas tant que je n'avais pas de preuves. Pas tant que je ne pouvais pas lui faire payer ce qu'il avait fait. Parce qu'à ce moment-là, assise dans ce parking sombre, serrant ce rapport de laboratoire, j'ai pris une décision. Je n'allais pas seulement pleurer ma fille, j'allais obtenir justice pour elle. Et Thomas allait souffrir comme il avait fait souffrir mon bébé. Mais d'abord, j'avais besoin d'aide. J'ai rallumé mon téléphone assez longtemps pour passer un appel. Mon cousin Damien a répondu à la 2e sonnerie. « Jeanne, ma belle, où es-tu? » Thomas fait exploser le téléphone de tout le monde pour te chercher. « Damien, j'ai besoin de ton aide. » « J'en ai besoin tout de suite. Peux-tu me rejoindre? » Ma voix était stable maintenant. Froide, déterminée, Damien travaillait dans la cybersécurité. Il était brillant avec les ordinateurs. Il piratait depuis qu'il était adolescent. Il était rentré dans le droit chemin après avoir frôlé la catastrophe dans sa vingtaine, mais il avait toujours des compétences que la plupart des gens ne voyaient que dans les films. Et il était de la famille. C'était le sang. Je pouvais lui faire confiance. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qui se passe?
Ta voix. Pas au téléphone. Retrouve-moi chez toi. Et Damien, ne le dis à personne. Pas à maman, pas à ta copine. Personne, s'il te plaît. Il y eut une pause. Alors, je serai là dans 20 minutes. Viens directement. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Damien dans l'est de la ville, vérifiant mon rétroviseur toutes les quelques secondes pour m'assurer que Thomas ne me suivait pas. Quand je suis arrivée, Damien m'attendait à la porte. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur. « Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Tu as l'air? » Je lui ai tendu le rapport de laboratoire. « Lis ça. » Damien l'a lu une fois, son expression passant de la confusion à l'horreur. « Bon sang, Jeanne. Est-ce que ça dit ce que je pense que ça dit? Thomas a tué Ambre. Il l'a empoisonnée. Pour l'argent de l'assurance. Le docteur Rousseau l'a aidée à falsifier le diagnostic et maintenant elle est prête à aller à la police. Ma voix s'est brisée. Mon mari a assassiné notre fille. Damien m'a prise dans ses bras et je me suis enfin laissée aller à m'effondrer. J'ai sangloté sur son épaule pendant qu'il me tenait, jurant dans sa barbe, ses propres larmes tombant dans mes cheveux. Quand j'ai enfin pu respirer à nouveau, je me suis reculée et j'ai essuyé mon visage. « J'ai besoin de ton aide, Damien. Je dois trouver des preuves. De vraies preuves, avant que Thomas ne détruise tout. Le docteur Rousseau a dit qu'elle avait des enregistrements, des documents, mais je ne sais pas si elle survivra à la nuit. J'ai vu la façon dont Thomas la regardait. Il va la tuer aussi si elle parle. » La mâchoire de Damien s'est serrée. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Tout. Je dois entrer dans notre maison sans que Thomas le sache. Je dois trouver ses flacons de médicaments. Je dois accéder à son ordinateur, ses relevés téléphoniques, ses comptes bancaires. Je dois trouver cette police d'assurance et je dois le faire sans qu'il me surprenne. Damien a hoché la tête lentement. « D'accord, on peut faire ça. Mais Jeanne, tu dois comprendre que si ce que tu dis est vrai. Thomas est extrêmement dangereux en ce moment. Il a tué une fois. Il n'hésitera pas à le refaire pour se protéger. Je sais, et je le savais. L'homme que j'avais épousé n'était plus là. À sa place se trouvait un monstre, un meurtrier, et j'allais le faire tomber, même si c'était la dernière chose que je faisais. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Damien avait de l'équipement. Caméra, appareil d'enregistrement, logiciel de piratage. Il m'a expliqué comment accéder à l'ordinateur portable de Thomas à distance, comment cloner son téléphone, comment chercher des fichiers cachés. Nous avons décidé que je retournerais à la maison, jouerais la veuve éplorée et attendrais une opportunité pour fouiller la maison. Mais à 23h47, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Madame Mercier ?» Une voix d'homme inconnu. « Oui ?» C'est le capitaine Dupuis de la police nationale. Je vous appelle au sujet du docteur Camille Rousseau. Je suis désolée de vous informer que le docteur Rousseau a été retrouvé décédé dans son cabinet il y a environ 1 heure. Suicide apparent par overdose médicamenteuse. Nous avons trouvé votre nom et numéro dans son journal d'appel récent et voulions vous contacter. Étiez-vous proche du docteur Rousseau? Le téléphone a glissé de ma main. Damien l'a rattrapé, a écouté, son visage se durcissant. Il a articulé sans bruit pour moi. Ils l'ont tué. Docteur Camille Rousseau, morte. Suicide. Juste quelques heures après avoir été prête à fournir des preuves contre Thomas. J'ai senti ma rage se cristalliser en quelque chose de tranchant, froid et mortel. Damien a géré le détective. Il lui a dit que j'étais trop bouleversée pour parler, que je viendrais au commissariat demain pour faire une déposition. Quand il a raccroché, nous nous sommes regardés. « Il l'a tuée », ai-je chuchoté. Thomas l'a tuée. Ou l'a fait tuer par quelqu'un. Elle avait des preuves, et il l'a tuée pour ça, ce qui signifie que quelqu'un que soient les preuves qu'elle avait, elle pourrait avoir disparu maintenant aussi. Damien faisait les 100 pas, réfléchissant. Sauf si elle a fait des copies, sauf si elle les a cachées quelque part. Jeanne, on doit bouger vite. Si Thomas nettoie les traces, tu pourrais être la prochaine. Alors assurons-nous que je sois une trace qu'il ne peut pas effacer. Je me suis levée en essuyant mon visage. La femme qui avait enterré sa fille ce matin-là n'était plus. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus froid, quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre.
Nous sommes retournés vers ma maison, mais j'ai fait garer Damien à 3 rues de là. Il était minuit passé. La plupart des lumières de la maison étaient éteintes, mais je pouvais voir la lueur de la télé dans le salon. Thomas était encore réveillé, m'attendant probablement. Je lui ai envoyé un SMS. « Désolée de m'être enfuie, je vais bien. Je reste chez maman ce soir. Besoin d'espace. »« S'il te plaît, comprends. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Dieu merci, j'étais si inquiet. Je t'aime. On parlera demain. Je t'aime aussi. » Le mensonge avait un goût de poison. Damien et moi avons attendu de voir la lumière du salon s'éteindre, puis nous avons attendu 1 heure de plus pour être sûrs. À 2h00 du matin, j'ai utilisé ma clé pour nous faire entrer dans la maison par la porte latérale qui menait au garage. Nous avons traversé la maison sombre comme des fantômes. Je connaissais chaque latte de plancher qui grinçait, chaque charnière qui couinait. Damien suivait mon exemple. Nous sommes allés dans la chambre d'Ambre en premier. Mon cœur s'est brisé à nouveau en voyant ses peintures toujours au mur, ses peluches sur le lit, ses fournitures d'art éparpillées sur son bureau, toutes exactement comme elle l'avait laissé. Je voulais me rouler en boule sur son sol et mourir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à chercher dans son coffre à jouets sous les animaux en peluche et les jeux de société. Je l'ai trouvé. Le journal artistique d'Ambre, celui dans lequel elle dessinait depuis des mois. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Les premières pages étaient tellement de l'art typique d'une enfant de 6 ans. Des arcs-en-ciel, des fleurs, notre famille se tenant la main. Mais au fil des pages, les dessins devenaient plus sombres. Il y avait des images d'Ambre avec un visage triste allongé dans un lit. Des images de pilules dessinées avec soin, coloriées en rouge, blanc et bleu. Et sur une page, de son écriture soignée d'enfant. Le médicament spécial de papa a un goût de métal. Il me fait mal au ventre, mais papa dit qu'il me rendra forte. J'ai senti la main de Damien sur mon épaule. Jeanne, j'ai continué à tourner les pages. Plus de dessins, Ambre ayant l'air malade, Ambre pleurant, et puis vers la fin, un dessin qui m'a glacé le sang. C'était Ambre, Thomas et une autre femme que je ne reconnaissais pas. La femme était dessinée très grande, très mince, avec des cheveux jaunes. En dessous, Ambre avait écrit « L'ami de papa est gentil, t'es gentille. Le hâté. Quand j'irai au ciel, papa et elle seront heureux. » « C'est qui ça ?» a chuchoté Damien. « Je ne sais pas, mais on va le découvrir. » Nous avons quitté la chambre d'Ambre et nous sommes dirigés vers la chambre principale. Je pouvais entendre Thomas ronfler. La porte était entr'ouverte. Me déplaçant silencieusement, je me suis glissée à l'intérieur et j'ai attrapé son téléphone sur la table de nuit où il le laissait toujours. Son code était l'anniversaire d'Ambre. L'ironie m'a donné envie de vomir. Damien a pris le téléphone et a disparu dans le couloir, le connectant à un appareil qui clonerait toutes les données. Je me suis dirigée vers la commode de Thomas, fouillant dans les tiroirs. Dans le tiroir du bas, caché sous de vieux poules, j'ai trouvé des flacons de médicaments, beaucoup. Mais les étiquettes avaient été décollées ou grattées. J'ai pris des photos de chaque flacon avec mon téléphone. Dans le placard, dans un coffre-fort dont je connaissais l'existence car nous y gardions les papiers importants, j'ai trouvé la police d'assurance. 2 millions d'euros signés il y a 11 mois, juste avant qu'Ambre ne tombe malade. J'ai photographié chaque page. J'ai aussi trouvé des relevés bancaires montrant un virement de 5 000 euros vers un compte au nom de Camille Rousseau et un autre virement. Celui-ci de 30 000 euros à quelque chose appelé VL Consulting. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai photographié aussi. Damien est apparu dans l'embrasure de la porte tenant le téléphone. Je l'ai, on y va, on est resté trop longtemps. Nous nous sommes glissés hors de la maison et n'avons pas respiré à nouveau jusqu'à ce que nous soyons en sécurité dans l'appartement de Damien. Il a immédiatement commencé à examiner les données du téléphone de Thomas pendant que je regardais les photos que j'avais prises. Les flacons de médicaments étaient le problème sans les étiquettes. Je ne pouvais pas prouver ce que c'était, mais j'étais infirmière. Je savais où je pouvais les emmener pour les faire analyser. Le CHU avait un laboratoire de toxicologie. J'avais toujours mon accès. « Jeanne, il faut que tu vois ça. » La voix de Damien était tendue. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. L'historique des SMS de Thomas était à l'écran. Des messages à un contact enregistré sous « V ». « Retrouve-moi au box de stockage. On doit parler de l'argent. »
Une fois que l'assurance paie, on partage 50-50 comme convenu. Après avoir transféré les actifs de l'entreprise à l'étranger, on pourra recommencer à zéro. Nouvelle ville, nouvelle vie, elle ne se doutera jamais de rien. L'aggravation de la gamine devrait bientôt se terminer. Ensuite, on est libre. Les dates sur ces messages allaient d'il y a 9 mois à seulement 2 semaines avant la mort d'Ambre. J'ai fait défiler d'autres messages, chacun pire que le précédent. Ils planifiaient, Nkiesa, pas seulement le meurtre d'Ambre, mais une vie entière ensemble après sa disparition, après avoir encaissé l'argent de l'assurance. V, la femme aux cheveux jaunes sur le dessin d'Ambre. Sa patronne, ai-je chuchoté. Vanessa Lefebvre, PDG de l'entreprise pharmaceutique pour laquelle il travaille, grande, blonde, début de la quarantaine. Oh mon Dieu, il a une liaison avec elle. C'était une histoire d'argent et de fuite avec sa maîtresse. Damien a continué à fouiller dans le téléphone. Il a trouvé des photos, Thomas et Vanessa, dans des restaurants, des hôtels, lors de ce qui ressemblait à des voyages d'affaires. Certaines des photos étaient datées de moments où Ambre était à l'hôpital à lutter pour sa vie. Pendant que j'étais assise au chevet de notre fille, Thomas était avec elle. Je pensais avoir pleuré toutes mes larmes. J'avais tort, mais cette fois, les larmes étaient brûlantes de rage. Il y a plus, dit Damien doucement. Il a ouvert les emails de Thomas. Il y avait des dizaines d'emails entre Thomas et Vanessa discutant du plan. Et pire, il y avait des emails entre Thomas et le docteur Rousseau. Des dossiers médicaux qui avaient été altérés, des résultats de laboratoire qui avaient été falsifiés, des instructions sur quels médicaments de chimiothérapie prescrire pour imiter les symptômes de maladie du sang tout en causant lentement une défaillance des organes. Ils avaient discuté de la meilleure façon de tuer ma fille, comme s'ils planifiaient une fusion d'entreprises. Un email de Vanessa à Thomas daté d'il y a 8 mois. Mon entreprise peut fournir les médicaments nécessaires via notre programme de médicaments expérimentaux. Pas de questions, pas de traces. Assure-toi juste que le dosage est constant. Il faut que ça paraisse naturel. Pas d'erreur. La réponse de Thomas. T'inquiète pas, Camille est partante. Elle gérera le côté médical. Je gère Jeanne. C'est une infirmière, mais elle me fait entièrement confiance. Ça va marcher. Je me suis levée et j'ai marché vers la salle de bain de Damien. J'ai à peine atteint les toilettes avant de vomir tout ce que j'avais dans l'estomac. J'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que j'ai des hauts-le-cœur à vide, jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Me c'est mal. Damien me tenait les cheveux en arrière, sans rien dire. Qu'y avait-il à dire? Quand j'ai enfin pu me tenir debout à nouveau, je me suis lavé le visage et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ses yeux étaient creux. Son visage était émacié. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en un jour. Mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux aussi. Quelque chose de dur, de froid et d'absolument impitoyable. « Damien, ai-je dit, la voix stable maintenant. J'ai besoin que tu m'aides à les détruire. Pas juste les dénoncer, pas juste les faire arrêter. Je veux les détruire complètement. Je veux qu'ils perdent tout. Je veux qu'ils ressentent la terreur qu'Ambre a ressentie. Je veux qu'ils souffrent comme elle a souffert. Peux-tu m'aider à faire ça? Damien m'a regardé un long moment, puis il a hoché la tête. Oui, tout ce dont tu as besoin. Quoi qu'il en coûte. Nous sommes retournés dans le salon. Il était presque 4 heures du matin, mais aucun de nous n'était fatigué. Nous fonctionnions à l'adrénaline et à la rage. Damien a sorti tout ce qu'il avait trouvé sur le téléphone de Thomas. Emails, SMS, photos, relevés bancaires. J'ai ajouté tout ce que j'avais photographié à la maison. « OK », a dit Damien. « Voici ce qu'on sait. Thomas et Vanessa Lefebvre ont une liaison depuis au moins 1 an. Ils ont planifié le meurtre d'Ambre ensemble pour toucher l'argent de l'assurance. Vanessa a utilisé sa position dans l'entreprise pharmaceutique pour fournir des médicaments de chimiothérapie. Thomas a payé le docteur Rousseau 50 000 € pour falsifier le diagnostic d'Ambre et prescrire les médicaments qui l'ont tué. Le docteur Rousseau a eu des remords et a menacé d'aller à la police. Donc, ils l'ont tué et ont maquillé ça en suicide. Et ce paiement à VL Consulting, les 30 000 €, Damien a sorti d'autres dossiers. VL Consulting est une société écran enregistrée au nom de Vanessa, non? On dirait que Thomas la payait pour quelque chose. Peut-être les médicaments,
peut-être de l'argent pour la planification. Quoi qu'il en soit, c'est une preuve de complot. On en a assez pour aller à la police, ai-je dit. Là, tout de suite, on pourrait remettre tout ça et ils arrêteraient Thomas et Vanessa d'ici demain matin. Mais Damien me connaissait trop bien. Mais ce n'est pas assez. Ils prendront de bons avocats. Ils prétendront que les preuves sont circonstancielles. Ils diront que les emails ont été sortis de leur contexte. Thomas pleurera et jouera le père dévasté. Vanessa utilisera son argent et ses relations pour faire disparaître ça. Ils pourraient ne même pas être condamnés. Et même s'ils le sont, ils seront dans une prison confortable pendant quelques années avant de sortir pour bonne conduite. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai pensé à Ambre, ma douce petite fille qui aimait peindre des couchers de soleil, qui chantait dans son bain, qui faisait les meilleurs câlins. J'ai pensé à ce qu'elle avait dû ressentir en devenant lentement de plus en plus malade, ne comprenant pas pourquoi, faisant confiance à son papa pour la guérir, et au lieu de ça, il la tuait. Je veux qu'ils avouent devant une caméra, devant des témoins. Je veux qu'ils se détruisent l'un l'autre. Je veux qu'ils perdent tout avant d'aller en prison. Leur argent, leur réputation, leur liberté, tout. Et puis je veux qu'ils passent le reste de leur vie à penser à ce qu'ils ont fait. Damien a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Je peux travailler là-dessus, mais on va avoir besoin de temps et on va avoir besoin que tu joues un rôle. Est-ce que tu peux rentrer à la maison et faire semblant que tout est normal pendant qu'on met ça en place? Est-ce que je le pouvais? Pouvais-je regarder Thomas, sachant ce qu'il avait fait, et ne pas essayer de le tuer à main nue? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à Ambre, et j'ai réalisé que la meilleure façon d'honorer ma fille était de m'assurer que ces assassins paient pour ce qu'ils avaient fait complètement, totalement, sans aucune chance d'échappatoire. Oui, ai-je dit. Je peux le faire. Dis-moi ce dont tu as besoin. Au cours des 3 jours suivants, je suis devenue une actrice. Je suis rentrée chez Thomas. J'ai pleuré dans ses bras. Je l'ai laissé me réconforter. Je l'ai écouté parler à quel point Ambre lui manquait. Je l'ai laissé me serrer contre lui la nuit. Et tout ce temps, j'avais envie de hurler. J'avais envie de lui arracher le visage. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai joué la veuve éplorée à la perfection. Et pendant que je faisais ça, Damien travaillait. Il a piraté l'ordinateur portable de Thomas à distance et a installé un logiciel de surveillance qui nous permettait de voir tout ce que Thomas faisait. Nous l'avons regardé supprimer des emails, nous l'avons regardé essayer d'effacer l'historique de son téléphone, mais c'était trop tard. Nous avions déjà tout copié. Je suis aussi retournée à la maison quand Thomas était au travail et j'ai récupéré ses flacons de médicaments. Je les ai emmenés au laboratoire de toxicologie du CHU en utilisant mon badge d'accès pour entrer après les heures de bureau. J'ai dit à la technicienne de laboratoire que c'était pour un cas sur lequel je travaillais. Complètement officieusement, elle a fait les tests et m'a donné les résultats 2 jours plus tard. Les pilules que Thomas donnait à Ambre étaient une combinaison de méthotrexate, cyclophosphamide et vincristine. Des médicaments de chimiothérapie utilisés pour traiter le cancer. Au dosage que Thomas administrait, il détruisait lentement les organes sains. Il causait exactement les symptômes qu'Ambre avait subis. Fatigue, nausées, faiblesse, ecchymose, saignement. Il tuait une enfant en bonne santé sur une période de plusieurs mois tout en faisant croire à une maladie du sang progressive. Je me suis aussi souvenu que Thomas louait un box de stockage. Il avait toujours dit que c'était pour du vieux matériel professionnel et des articles saisonniers, mais maintenant je me demandais ce qu'il pouvait y avoir d'autre. J'ai trouvé la clé dans le tiroir de son bureau pendant qu'il était sous la douche. Le box était dans un entrepôt au sud de la ville. Damien et moi y sommes allés un mercredi après-midi alors que Thomas était censé être à une conférence de vente. Nous avons ouvert le box et trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Des cartons de documents financiers, des actes de propriété, des relevés de comptes offshore. Thomas et Vanessa faisaient passer de l'argent à l'étranger depuis des mois. Ils avaient des comptes aux îles Caïmans. Ils avaient un acte de propriété pour une maison au Costa Rica. Ils prévoyaient de quitter le pays dès que l'argent de l'assurance serait débloqué. Nous avons tout photographié, chaque document, chaque reçu, chaque élément de preuve montrant la préméditation. Mais nous avions besoin de plus. Nous avions besoin que Thomas et Vanessa s'incriminent eux-mêmes. Nous avions besoin qu'ils avouent sur enregistrement et nous avions besoin que ça se passe d'une manière qui ferait les gros titres nationaux pour qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Qu'en est-il de l'entreprise de Vanessa? Ai-je demandé à Damien, l'entreprise pharmaceutique. Ils ont leur soirée de gala annuelle des actionnaires vendredi prochain.
Thomas l'a mentionné il y a quelques semaines. Il a dit que Vanessa lui remettait une sorte de prix pour ses performances de vente. Les yeux de Damien se sont illuminés. C'est parfait. Lieu public, médias présents, personnes importantes dans l'assistance. Si on peut les faire avouer là-bas devant tout le monde, ils ne pourront pas revenir en arrière. Comment on fait ça? On les monte l'un contre l'autre. On crée des situations où chacun d'eux pense que l'autre le trahit. La paranoïa, la peur, le désespoir rendent les gens négligents, leur font dire des choses qu'ils ne devraient pas. Et c'est ce que nous avons fait. Au cours de la semaine suivante, nous avons mené une guerre psychologique. D'abord, nous avons piraté l'email de Vanessa et envoyé à Thomas un faux message depuis son compte. « Oh, il faut qu'on parle. Je deviens nerveuse à propos de l'enquête de police sur la mort de Camille. Je pense qu'on devrait avouer avant que ça n'empire. Retrouve-moi au bureau ce soir. » Thomas a paniqué. Nous avons regardé via la caméra de son ordinateur portable alors qu'il faisait les 100 pas dans son bureau à la maison, passant des appels qui tombaient sur la messagerie. Il essayait de joindre Vanessa, mais elle ne répondait pas parce que nous avions bloqué son numéro dans le téléphone d'elle à distance. Puis nous avons fait la même chose en sens inverse. Nous avons envoyé à Vanessa un faux message depuis l'email de Thomas. Changement de plan. Je garde tout l'argent de l'assurance. La police pose des questions. Tu es toute seule. Ne me recontacte plus. Nous l'avons regardé péter les plombs via la caméra de sécurité de son bureau que Damien avait piratée. Elle a commencé à passer des appels colériques, à envoyer des SMS furieux. La confiance entre eux se fissurait. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous voulions qu'il s'effondre complètement. Alors, j'ai fait quelque chose qui m'a donné la chair de poule, mais je savais que ça marcherait. Je suis allée sur le téléphone de Thomas pendant qu'il dormait et j'ai envoyé un message à Vanessa. Jeanne sait quelque chose. Elle agit bizarrement. On devra peut-être s'occuper d'elle aussi. Et puis j'ai attendu. Le lendemain matin, Vanessa a appelé Thomas. J'étais dans la cuisine en train de faire du café quand son téléphone a sonné. Il a vu son nom et est immédiatement sorti pour prendre l'appel, mais j'avais déjà installé une application d'enregistrement sur son téléphone. Nous avons capturé toute la conversation. « De quoi, bordel, tu parles ?» « S'occuper de Jeanne », a sifflé Vanessa. « Je ne t'ai pas envoyé ce message », a dit Thomas, et je pouvais entendre la confusion dans sa voix. « Si, tu l'as fait. La nuit dernière à 2h. Vanessa, je dormais à 2h. Quelqu'un se joue de nous. » Il y eut une longue pause. « Tu penses que Camille avait un plan de secours? Tu penses qu'elle a envoyé des preuves à quelqu'un avant de mourir? » « Je ne sais pas, mais on doit être prudent. Le gala est dans 2 jours. Après ça, après que j'ai reçu ce prix et qu'on fasse notre dernière apparition ensemble, c'est fini. On prend l'argent et on disparaît comme prévu. Et pour Jeanne, une autre pause. » Quand Thomas a parlé à nouveau, sa voix était froide. « Jeanne n'est pas un problème. Elle est trop accablée par le chagrin pour fonctionner. Elle ne se doute de rien. Après le gala, je lui dirai. Que j'ai besoin d'un peu de temps au loin pour gérer mon deuil. Puis je ne reviendrai tout simplement pas. Mais tu vas juste l'abandonner? Qu'est-ce que c'est que tu veux que je fasse d'autre? Elle a servi son but. Elle m'a donné une fille qui est devenue mon ticket pour 2 millions d'euros. Maintenant, c'est un poids mort. Un poids mort. Il m'a traité de poids mort. La mère de son enfant, sa femme de 12 ans. J'ai écouté le reste de la conversation avec des écouteurs en fixant mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. La femme qui me regardait était une étrangère, mais c'était une étrangère avec un plan. La veille du gala, je suis allée voir ma mère. Je lui ai donné une enveloppe scellée. « Maman, j'ai besoin que tu gardes ça pour moi. Ne l'ouvre pas, sauf s'il m'arrive quelque chose. Si je suis arrêtée, si je suis blessée, si je disparais, tu l'ouvres et tu l'apportes à la police. Tu comprends? » Ma mère avait l'air effrayée. « Mon bébé, qu'est-ce que c'est qui se passe? »« Tu me fais peur. » « Je vais bien aller, je te le promets. J'ai juste besoin de savoir que c'est en sécurité. S'il te plaît, maman, fais juste ça pour moi. » Elle a pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait chaque élément de preuve que Damien et moi avions rassemblé. Des copies de tout, une assurance, si quelque chose tournait mal. Ensuite, je suis rentrée chez moi et je me suis préparée pour le gala. Thomas était excité. Il a passé 1 heure à s'habiller, à ajuster sa cravate, à mettre des boutons de manchette. Il s'est regardé dans le miroir et a souri.
Il a vraiment souri comme s'il n'avait aucun souci au monde, comme si notre fille n'était pas morte sous terre. « Tu es magnifique », m'a-t-il dit quand je suis sortie dans ma robe noire. « Merci », j'ai souri en retour. « Je suis si fière de toi, bébé. Ce prix est un tel honneur. » Il m'a embrassée sur le front. « Merci de venir avec moi ce soir. Je sais que c'est dur, mais ça signifie tout de t'avoir à mes côtés. » Menteur, meurtrier, monstre. Mais j'ai juste souri et pris son bras et je l'ai laissé me conduire à la voiture. Le gala avait lieu dans une salle de bal prestigieuse en centre-ville. C'était bondé de cadres pharmaceutiques, de médecins, de chercheurs et de médias locaux. Tout le monde en vêtements coûteux, buvant du champagne, faisant semblant de se soucier des progrès de la médecine. Ça me rendait malade. Vanessa était là, bien sûr. Elle était éblouissante dans une robe rouge, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle a salué Thomas avec une accolade professionnelle et m'a serré la main avec un sourire compatissant. « Jeanne, j'étais tellement désolée d'apprendre pour votre fille. » Thomas a été si dévasté. « Merci, » ai-je dit doucement. « Il dit tant de bien de vous. Il dit que vous avez été d'un grand soutien durant cette période difficile. » Son sourire a vacillé juste un peu. « Bien sûr, c'est l'un de nos meilleurs éléments. Damien était là aussi, se faisant passer pour un membre du personnel de traiteur. Nous avions réussi à le faire entrer dans l'équipe travaillant sur l'événement. Il avait de minuscules caméras cachées dans sa veste et une oreillette pour que nous puissions communiquer. Il avait aussi accès au système audiovisuel de l'événement, le même système qui était censé montrer une vidéo promotionnelle pendant le discours de Vanessa, sauf que nous avions remplacé cette vidéo par autre chose. La soirée a avancé, le dîner a été servi, des discours ont été faits, et puis ce fut l'heure du prix de Thomas. Vanessa était montée sur scène, les lumières illuminant son sourire parfait. Elle a parlé d'excellence dans la vente pharmaceutique, de dévouement à l'entreprise, de la performance exceptionnelle de Thomas cette année. Thomas s'est levé, ajustant sa veste, se préparant à marcher vers la scène. C'était son moment. Son triomphe. La dernière apparition publique avant de disparaître avec sa maîtresse et l'argent du sang de ma fille. Mais alors l'écran derrière Vanessa a clignoté. Au lieu de la vidéo promotionnelle, une image différente est apparue. Le visage d'Ambre, ma belle-fille souriante à la caméra, et puis l'image a changé pour une d'elles à l'hôpital, pâle et faible. Vanessa a arrêté de parler, confuse. La salle est devenue silencieuse, et puis ma voix a rempli la salle de bal, claire et forte. Il y a 2 mois, ma fille de 6 ans, Ambre, est morte. On m'a dit que c'était d'une maladie du sang rare, mais c'était un mensonge. Ma fille a été assassinée et les gens qui l'ont tuée sont dans cette pièce en ce moment même. Des halètements ont résonné dans la foule. Les gens ont commencé à regarder autour d'eux. Le visage de Thomas est devenu blanc. L'écran a changé à nouveau. Cette fois, il montrait les dossiers médicaux falsifiés. Les emails entre Thomas et le docteur Rousseau discutant du plan de traitement. Les SMS entre Thomas et Vanessa parlant de l'argent de l'assurance. Mon mari, Thomas Mercier, et sa maîtresse, Vanessa Lefebvre, ont conspiré pour empoisonner ma fille sur une période de 8 mois. Ils ont utilisé des médicaments de chimiothérapie fournis par cette entreprise pharmaceutique même pour tuer lentement une enfant en bonne santé. Ils ont soudoyé le docteur Camille Rousseau, une oncologue pédiatrique de confiance, pour falsifier le diagnostic d'Ambre. Et quand le docteur Rousseau a menacé d'aller à la police, ils l'ont tué aussi et ont maquillé ça en suicide. La salle a explosé. Les gens criaient, les flashs des appareils photo crépitaient. Les agents de sécurité se dirigeaient vers la scène, mais Damien avait verrouillé les portes à distance. Personne ne sortait. D'autres preuves remplissaient l'écran. Des relevés bancaires montrant les paiements, des photos de Thomas et Vanessa ensemble. La police d'assurance, les comptes offshore, la propriété au Costa Rica, tout. Vanessa hurlait, essayant d'éteindre le projecteur, mais Damien avait désactivé les commandes manuelles. Elle s'est tournée vers Thomas, le visage tordu de rage. « Espèce d'idiot! Tu as dit que c'était infaillible. Tu as dit que personne ne le saurait jamais. » Thomas essayait d'atteindre la sortie, mais des agents de sécurité, de vrais officiers de police qui avaient été prévenus par Damien via un appel anonyme, lui ont bloqué le passage. « Ce n'est pas ce que vous croyez !» a crié Thomas. « Ces documents sont faux. Quelqu'un me piège. »
Vraiment? Je me suis levée de mon siège. Le projecteur m'a trouvée. Chaque œil dans cette salle de bal s'est tourné pour regarder alors que je marchais vers la scène. Alors explique les flacons de médicaments que j'ai trouvés dans notre maison, ceux qui ont été testés positifs aux médicaments de chimiothérapie. Explique les emails où vous discutiez de la meilleure façon de tuer notre fille. Explique pourquoi tu as pris une police d'assurance de 2 millions d'euros sur une enfant de 6 ans en bonne santé. Thomas m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. « Jeanne, bébé, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement. » Ma voix était de glace. « Tu as assassiné notre fille pour de l'argent afin de pouvoir t'enfuir avec ta maîtresse. Tu l'as faite souffrir pendant des mois. Tu lui as fait croire qu'elle était malade alors qu'elle était en bonne santé. Tu as détruit son petit corps une pilule à la fois. Et tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu as menti. » Vanessa a pointé Thomas du doigt. C'était tout lui. Il est venu me voir avec le plan. J'ai juste fourni les médicaments. Je ne savais pas qu'il allait vraiment tuer la gamine. Menteuse! Thomas s'est jeté sur elle, mais la police l'a attrapée. C'est toi qui as dit qu'on devait le faire lentement pour que ça paraisse naturel. C'est toi qui as tué Camille. Et voilà, les deux avouaient. Les deux se retournaient l'un contre l'autre devant une salle pleine de témoins, devant des caméras qui diffusaient cela à tous les grands réseaux d'information que Damien avait prévenus anonymement. La police est intervenue. J'ai regardé alors qu'ils menottaient Thomas et Vanessa, leur lisant leurs droits. Thomas hurlait que ce n'était pas sa faute, que Vanessa l'avait manipulé, qu'il aimait Ambre. Vanessa pleurait, son maquillage coulant, les suppliant d'écouter sa version de l'histoire. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une froide satisfaction. Le capitaine Dupuis, le même qui m'avait appelé pour la mort du docteur Rousseau, s'est approché de moi. « Madame Mercier, nous avons besoin que vous veniez au poste pour faire une déposition formelle. »« Bien sûr, j'ai d'autres preuves à partager avec vous. »« Des copies de tout ce dont vous avez besoin pour les condamner tous les deux. » Il a hoché la tête, l'expression sombre. « C'est l'une des pires affaires que j'ai jamais vues. Je suis tellement désolée pour votre perte. » « Merci, mais je ne cherche pas de la sympathie, capitaine. Je cherche la justice, et je veux m'assurer qu'ils ne feront plus jamais de mal à un autre enfant. » L'histoire a explosé. Dès le lendemain matin, c'était sur toutes les chaînes d'information du pays. Une mère expose le complot de son mari pour tuer sa fille. L'action de l'entreprise pharmaceutique a chuté. Le conseil d'administration a viré Vanessa avant même qu'elle ne paie sa caution. Des manifestants se sont présentés au siège de l'entreprise exigeant une surveillance et des comptes. Thomas et Vanessa ont tous deux été inculpés d'assassinat, de complot pour commettre un meurtre, de fraude à l'assurance et d'une douzaine d'autres crimes. Les preuves étaient accablantes. Le dossier était en béton. Leurs avocats ont essayé de faire réduire les charges. Mais le tollé public était trop fort. La pression était trop grande. Le procès n'a pas commencé avant 6 mois. Pendant ce temps, j'ai témoigné devant le juge d'instruction. J'ai donné des interviews à tous les médias qui le demandaient. Je me suis assurée que le visage d'Ambre soit partout. Je me suis assurée que les gens sachent ce que ces monstres avaient fait. Mais il y avait aussi une autre sorte de justice qui se produisait, le genre qui ne vient pas d'une salle d'audience. 3 semaines après son arrestation, alors qu'il était détenu en maison d'arrêt en attendant son procès, Thomas s'est battu avec un autre détenu. Le détenu était un père purgeant, une peine pour possession de drogue. Quand il a découvert ce que Thomas avait fait, quand il a appris que Thomas avait assassiné sa propre enfant, il a battu Thomas si violemment que les gardes ont dû l'arracher de lui. Thomas a survécu, mais ses blessures étaient graves. Les médecins ont dit qu'il aurait des dommages nerveux permanents aux mains. Il aurait du mal à marcher. Il souffrirait de douleurs chroniques pour le reste de sa vie. Je n'ai pas célébré cette nouvelle, mais je ne l'ai pas pleurée non plus. Le karma, semblait-il, était réel. Vanessa a eu son propre règlement de compte. En prison, elle a subi un sevrage médicamenteux. Elle prenait des pilules de sa propre entreprise. Elle était accro depuis des années. Il s'est avéré que sans accès à ces drogues, elle faisait des convulsions. Elle a perdu du poids, ses cheveux ont commencé à tomber. La femme belle et puissante qui pensait pouvoir s'en tirer avec un meurtre était réduite à une coquille tremblante et désespérée. Quand le procès a enfin commencé, je me suis assise dans cette salle d'audience chaque jour. J'ai regardé Thomas et Vanessa dans les yeux.
J'ai écouté les procureurs exposer les preuves. J'ai regardé leurs avocats de la défense essayer et échouer à créer un doute raisonnable. Le témoignage le plus accablant est venu d'un témoin que je n'attendais pas, Mark Chen, un technicien de laboratoire de l'entreprise pharmaceutique de Vanessa. Il s'est manifesté et a admis que Vanessa lui avait ordonné de falsifier des étiquettes de médicaments et de fournir des médicaments de chimiothérapie pour un projet de recherche confidentiel. Il avait des registres. Il avait des emails. Il a témoigné que Vanessa avait menacé de le virer s'il posait des questions. Il a fallu 4 heures aux jurés pour les déclarer coupables tous les deux de tous les chefs d'accusation. Quand le juge a lu le verdict, Thomas s'est effondré en pleurs. Vanessa fixait juste droit devant elle, le visage vide, et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer enfin. Pas la paix. Je ne pense pas que j'aurai à nouveau la paix, mais quelque chose qui s'en rapproche. Quelque chose comme une conclusion. Lors de l'audience de détermination de la peine, j'ai fait une déclaration en tant que victime. Je me suis tenue à ce pupitre et j'ai regardé Thomas, l'homme que j'avais aimé, l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait tout détruit, et j'ai parlé. Tu m'as pris ma fille. Tu as pris son rire, son art, son avenir. Tu as volé son 7e anniversaire, son 8e, tous les anniversaires qu'elle n'aura jamais. Tu as volé son premier jour de collège, sa première danse, sa remise de diplôme. Tu as volé les petits-enfants que je ne rencontrerai jamais. Tu as tout volé, mais tu ne l'as pas seulement pris à elle, tu me l'as pris à moi. Tu m'as fait la regarder mourir lentement, tu m'as fait lui tenir la main pendant qu'elle pleurait de la douleur que tu causais. Tu m'as fait croire que je la perdais à cause d'une maladie, alors qu'en réalité je la perdais à cause de toi. Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu as menti. Tu m'as tenu quand je pleurais. Tu m'as dit qu'on traverserait ça ensemble. Et tout ce temps, tu la tuais, notre fille, la petite fille qui t'appelait papa et te faisait confiance pour la garder en sécurité. Je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai jamais. Et j'espère que chaque jour que tu passeras en prison, tu penseras à ce que tu as fait. J'espère que le visage d'Ambre hantera tes rêves. J'espère que tu ne connaîtras plus jamais un moment de paix. Je me suis tournée vers Vanessa. Et toi? Tu as permis cela. Tu as fourni le poison, tu as aidé à le planifier pour de l'argent. Pourquoi? Une vie au Costa Rica, un nouveau départ. Tu as vendu ton âme pour de l'argent qui n'était même pas à toi. J'espère que ça en valait la peine. Le juge les a condamnés tous les deux à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a ajouté des peines supplémentaires pour les autres charges. Complot, fraude, le meurtre du docteur Camille Rousseau, dont ils ont aussi été accusés après que des preuves les ont liés à sa mort. Quand il a eu fini, Thomas mourait en prison. Vanessa aussi. Ce n'était toujours pas assez. Ce ne serait jamais assez, mais c'était quelque chose. Après la condamnation, je suis sortie de ce palais de justice à la lumière du soleil. Les médias étaient là. Des caméras et des microphones poussés vers mon visage. Tout le monde voulait une déclaration. Je me suis arrêtée sur les marches et j'ai regardé dans ces caméras. Ma fille Ambre avait 6 ans quand elle est morte. Elle aimait peindre. Elle aimait chanter. Elle aimait danser. Elle était gentille et créative et pleine de vie. Et elle a été assassinée par les 2 personnes qui auraient dû la protéger le plus, son père et sa maîtresse. Je lance une fondation au nom d'Ambre. Elle s'appelle La Lumière d'Ambre. Nous allons défendre les enfants avec des diagnostics médicaux suspects. Nous allons fournir une surveillance et des seconds avis pour les familles qui sentent que quelque chose ne va pas avec le traitement de leur enfant. Nous allons nous assurer qu'aucun autre parent ne traverse ce que j'ai traversé. Et à quiconque regarde ceci et pense à faire du mal à un enfant, que ce soit pour de l'argent, pour la liberté, pour la commodité, sachez ceci. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui se battront pour cet enfant. Et si vous leur faites du mal, nous vous trouverons. Nous vous exposerons et nous nous assurerons que vous payez pour ce que vous avez fait. La mort de ma fille ne sera pas vaine. Je vais passer le reste de ma vie à m'en assurer. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, la Fondation La Lumière d'Ambre opère dans 15 régions. Nous avons aidé à enquêter sur plus de 100 cas de maltraitance médicale suspectés. Nous avons sauvé des vies. Nous avons traduit d'autres monstres en justice. Et chaque jour, je me réveille et je continue le combat.
L'argent de l'assurance, les 2 millions d'euros pour lesquels Thomas a tué ma fille, ne lui sont jamais allés. Il m'est revenu en tant que mère d'Ambre et bénéficiaire survivante. Chaque centime est allé dans la fondation. Je ne voulais pas de son argent du sang, mais je pouvais le transformer en quelque chose de bon, quelque chose qui honorerait la mémoire de mon bébé. Damien travaille avec moi à temps plein maintenant. Il est notre directeur des enquêtes. Ses compétences technologiques nous ont aidés à découvrir des choses que la police avait manquées. Nous formons une bonne équipe. Et parfois, quand le travail devient trop dur et la douleur trop lourde, je vais au cimetière. La tombe d'Ambre est sous un magnolia. J'ai planté des fleurs autour, des violettes, sa couleur préférée. J'apporte de nouvelles peintures à laisser sur sa pierre tombale. Je lui parle des enfants qu'on a aidés, des familles qu'on a sauvées, et parfois, lors des soirées calmes, quand le soleil se couche et que la lumière est dorée, je jure que je peux sentir sa présence. Comme si elle me disait qu'elle est fière, comme si elle savait que je me batte pour elle. Je ne récupérerai jamais ma fille. Je n'entendrai plus jamais son rire. Je ne la tiendrai plus jamais dans mes bras. Mais je peux m'assurer que sa mort a signifié quelque chose. Je peux m'assurer que d'autres enfants sont protégés. Je peux m'assurer que des monstres comme Thomas et Vanessa ne s'en sortent pas avec leurs crimes. Ce n'est pas la fin heureuse que je voulais, mais c'est celle que je construis. Un cas à la fois, un enfant sauvé à la fois, une famille à la fois. Je m'appelle Jeanne Mercier. J'ai 36 ans maintenant et je suis la mère d'Ambre Mercier, morte à 6 ans des mains de son père. Je porte sa mémoire avec moi chaque jour et j'utilise ma douleur pour protéger d'autres enfants de subir le même sort. C'est mon histoire, c'est ma vérité et c'est ma mission pour le reste de ma vie. Avez-vous aimé l'histoire et depuis quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, envoyez un super thanks pour que je puisse continuer à apporter des histoires comme celle-ci qui comptent. Merci pour votre soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y en a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.